Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers qu'on croit connaître mais qui est en fait plein de surprises, le monde de la langue française. Et vous allez voir, c'est un monde qui s'éteint bien, bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Allez, on va commencer direct avec une question qui a l'air toute simple. Quelle est la vraie capitale du monde francophone? Et derrière cette question de géographie, en apparence anodine, se cache en réalité toute une histoire de pouvoir, d'héritage et d'identité. Spontanément, je parie que la plupart des gens diraient Paris. C'est la réponse logique, évidente. Et pourtant, la plus grande ville francophone du monde, si on se base sur le nombre d'habitants, eh bien, elle n'est pas en Europe. C'est Kinshasa, la capitale bouillonnante de la République démocratique du Congo. Rien que ça bouscule déjà pas mal nos certitudes et ça nous oblige à regarder la carte du monde différemment. Alors, comment on en est arrivé là? Pour le comprendre, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va creuser cette fameuse question de la capitale. Ensuite, on remontera le temps pour voir l'empreinte de l'empire colonial. Puis, on verra comment les centres de gravité sont en train de bouger. On parlera aussi de la politique de la langue, un sujet brûlant, pour finir sur l'idée d'un monde francophone totalement reconnecté. On entre donc dans le vif du sujet. Et cette question, ce n'est pas juste pour la culture générale, non, non. Elle enflamme les débats sur Internet, dans les milieux culturels. Parce qu'au fond, la vraie interrogation c'est, qu'est-ce qui fait d'une ville une capitale? Le nombre d'habitants ou son influence? Les arguments sont nombreux en fait. Est-ce que c'est juste le nombre de locuteurs? Dans ce cas, Kinshasa gagne haut la main. Ou alors est-ce qu'on doit plutôt regarder le pôle historique et intellectuel, comme Dakar au Sénégal, et la création culturelle, les médias? Là, c'est Montréal au Canada qui tire son épingle du jeu. Sans oublier bien sûr Paris, le centre historique, ou encore Bruxelles en Belgique, qui est un carrefour politique majeur. Bref, chaque ville a une carte à jouer. Pour vraiment comprendre la géographie actuelle du français, on n'a pas le choix. Il faut faire un petit bond dans le passé. Et ce passé, il est intimement lié à l'histoire des empires coloniaux français. Ce qui est fascinant avec cette chronologie, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas eu un, mais deux grands empires coloniaux français. Un premier dès le XVIe siècle, très tourné vers les Amériques. Et après qu'il se soit en grande partie effondré, un second empire qui démarre en 1830 et qui va s'étendre massivement, surtout en Afrique et en Asie. C'est vraiment l'héritage de ce second empire qui a dessiné la carte de la francophonie qu'on connaît aujourd'hui. Bon, mais comment est-ce qu'on justifiait une telle expansion à l'époque? L'une des idées centrales, c'était ce qu'on a appelé la mission civilisatrice. L'idée, qui nous semble complètement folle aujourd'hui, c'était que la culture et la langue française étaient des outils de progrès, des cadeaux qu'on faisait aux peuples colonisés pour les civiliser. Prenons un exemple très concret. Le Sénégal. Là-bas, le système scolaire a été un outil redoutable pour l'administration coloniale. L'objectif était très clair, faire de l'école le lieu où on impose la culture française. Apprendre le français, ce n'était pas neutre, c'était un instrument de pouvoir qui, très souvent, a servi à mettre de côté, voire à étouffer complètement, les langues et les cultures locales. Donc, cet héritage a tissé une sorte d'immense toile francophone à travers la planète. Sauf qu'aujourd'hui, cette toile est en pleine mutation. Les centres de gravité, c'est-à-dire les points névralgiques de la langue et de la culture, sont en train de bouger. Et ils s'éloignent de plus en plus du berceau européen. De nouveaux pôles, très puissants, sont en train d'émerger. Il y a ceux qui défendent Dakar comme capitale intellectuelle. Historiquement, c'était le cœur de l'Afrique occidentale française, l'endroit où l'on formait les futures élites. C'est à l'université de Dakar que des géants comme Léopold Sédar Senghor ont forgé des concepts aussi puissants que la négritude. Ce n'est pas rien. D'un autre côté, si on change de prisme et qu'on regarde qui produit la culture aujourd'hui, alors là, impossible de ne pas parler de Montréal. La musique, l'humour, le cinéma, les jeux vidéo, la métropole québécoise est une véritable usine à créer du contenu qui s'exporte partout dans le monde. Avec Paris, c'est l'autre grand moteur de la culture francophone. Mais au-delà de tous ces débats sur l'influence culturelle ou historique, il y a une réalité brute, implacable, la démographie. Et là, les chiffres sont sans appel. Le cœur battant de la francophonie, aujourd'hui et encore plus demain, il est en Afrique. C'est sur ce continent qu'on trouve la plus grande population de francophones, une population jeune, dynamique et en pleine croissance. Mais attention, il ne faut pas croire que cette histoire est figée dans le passé. Bien au contraire, aujourd'hui plus que jamais, la langue est un enjeu politique majeur. Que ce soit pour la protéger, pour réaffirmer des identités locales ou pour décoloniser les esprits, le français est au centre de nombreuses luttes bien vivantes. Regardez ce qui se passe au Québec. C'est un cas d'école. Leur combat pour la survie du français en Amérique du Nord est une histoire en soi. Le gouvernement a mis en place des lois extrêmement précises pour protéger et promouvoir le français.
On le voit ici, les entreprises de plus de 25 salariés doivent suivre un processus de francisation très strict pour s'assurer que le français reste bien la langue du travail. Et le niveau de détail de ces lois est juste incroyable. Cet exemple sur les panneaux publicitaires est parfait pour le montrer. La loi ne dit pas juste « mettez du français ». Non, elle exige une nette prédominance. Ça va jusqu'à spécifier que le texte en français doit occuper 2 fois plus de place ou être affiché 2 fois plus longtemps sur un écran. C'est dire à quel point l'enjeu est important là-bas. Mais, et c'est ça qui est passionnant, la politique linguistique ne cherche pas toujours à renforcer le français. À l'autre bout du monde, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie par exemple, on observe la dynamique inverse. Là-bas, le grand débat, c'est la décolonisation linguistique. On met en place des programmes pour faire revivre et réenseigner les langues autochtones qui ont été écrasées pendant la période coloniale. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ce voyage? L'idée la plus importante, c'est peut-être celle-ci. Le monde francophone n'est pas une pyramide avec Paris tout en haut. C'est fini ça. Il faut plutôt l'imaginer comme un réseau, une constellation. Il n'y a pas un seul centre, mais plusieurs. C'est un réseau incroyablement riche et complexe, fait de cultures et d'histoires diverses. Pensez-y une seconde. On a l'Europe, avec la France bien sûr, mais aussi la Belgique, la Suisse, le Luxembourg. On a toute l'Afrique du Nord, avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Une immense partie de l'Afrique subsaharienne, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, le Gabon, la République démocratique du Congo bien sûr. Et puis on traverse l'Atlantique, on arrive au Québec, au Canada, en Haïti, et on a même des traces en Asie comme au Vietnam ou au Liban. Tous ces pays sont liés par ce fil commun qu'est la langue. Mais chacun se l'est approprié, la transforme, la fait vivre à sa façon. Et tout ça, ça nous amène à une toute dernière question, une question ouverte sur l'avenir. À quoi ressemblera le français de demain? Une chose est sûre en tout cas, son futur ne s'écrira pas uniquement à Paris. Il sera façonné par une multitude d'accents et de voix, de Kinshasa à Montréal, de Dakar à Abidjan. Il sera le reflet vivant de tous ceux qui le parlent aux 4 coins du globe. Merci d'avoir suivi cette analyse. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.